Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction du dernier module du chapitre 4 qui correspond du coup aux exercices du chapitre. Alors, est-ce que vous avez retenu le vocabulaire spécifique, scientifique apporté dans les différentes activités? Donc la description d'un mouvement dépend du point de vue où vous vous placez pour étudier la situation. Par conséquent, tout mouvement est relatif. Il est donc nécessaire de définir dans un premier temps le référentiel d'étude avant de décrire un mouvement. Vous ne pouvez donner comme réponse que le cycliste court en ligne droite, que c'est un mouvement rectiligne, que si jamais vous avez donné avant son référentiel. On continue. Il existe 3 types de mouvements selon la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est appelé rectiligne. Si c'est un cercle, le mouvement est appelé circulaire. Et si c'est une courbe quelconque, le mouvement est appelé curviligne. Dernière notion importante de ce chapitre, si un objet mobile a une vitesse qui augmente au cours du temps, on dit de son mouvement qu'il est accéléré, ralenti si sa vitesse diminue au cours du temps et uniforme si sa vitesse reste la même. Maintenant que ces bases sont posées, avez-vous bien compris la notion de référentiel? Donc ici, vous avez une situation qui vous est décrite. Le tapis roulant avance par rapport au sol. La personne A reste derrière son stand de fleurs. B marche sur le sol à la même vitesse que le tapis roulant. C est sur la rampe du tapis sans marcher et D marche sur le tapis roulant à la vitesse à laquelle B marche sur le sol. Ça fait beaucoup d'informations et c'est pas fini puisqu'ici, pour la lecture du tableau, je vous donne comme information la première ligne. La première ligne, c'est un exemple. De la gauche vers la droite, vous devez comprendre. A voit A immobile. Ça veut dire que le personnage A se voit lui-même immobile. A voit B en mouvement. Le fleuriste qui est ici, derrière son stand de fleurs, il voit B qui passe devant lui de la gauche vers la droite. Donc B est en mouvement. A voit C en mouvement. Puisque le tapis roulant avance, C avance du point de vue du fleuriste. Et enfin, D est en mouvement pour le fleuriste, pour les mêmes raisons qui sont marquées ici. À nous maintenant. Alors, B, donc c'est la personne qui est ici en costume. Comment est-ce qu'elle voit le reste des autres personnages à côté d'elle? Donc B voit A immobile ou en mouvement. B voit B immobile ou en mouvement. Donc là, ce que vous pouvez voir à chaque fois, c'est que quand B se voit lui-même immobile, C se voit lui-même immobile et D se voit lui-même immobile. Maintenant, si on regarde B, comment est-ce qu'il voit D ou comment est-ce qu'il voit A, en fait, il va voir les deux personnages ici en mouvement. Puisque pour lui, pour le personnage B, le personnage A est en mouvement, puisqu'il va apparaître dans son champ de vision, puis disparaître de son champ de vision. Donc pour lui qui ne bouge pas à sa place, c'est le reste du monde qui est en mouvement en fait. Pareil pour le D. Pour le C maintenant, on sait que B marche sur le sol à la même vitesse que le tapis roulant et que C est sur le tapis roulant sans avancer plus vite, elle est immobile. Donc ça veut dire que finalement B et C ont exactement la même vitesse. Donc ça veut dire que s'ils se regardent et qu'ils font abstraction de tout le reste qu'il y a autour d'eux, alors ils se verront l'un l'autre immobile. Donc B voit C immobile et C voit B immobile. On continue. C. Comment est-ce qu'elle voit A? Même explication que tout à l'heure. Dans sa vision du monde, tout est en mouvement sauf elle.
Donc le A est en mouvement, le D est en mouvement. Le seul qui n'est pas en mouvement, c'est B, puisqu'il va à la même vitesse qu'elle à côté d'elle. Pour le D, A est en mouvement, B est en mouvement aussi, puisqu'ils ne vont pas à la même vitesse. C est en mouvement et il n'y a que elle vis-à-vis d'elle-même qui est immobile. Donc c'est un exercice qui était compliqué à comprendre parce qu'il faut bien poser les choses, mais surtout il était difficile parce qu'il n'est pas intuitif pour vous. C'est ça le problème, c'est que dans la plupart des cas, vous fonctionnez à l'intuition, ce qui est bien puisque l'intuition nous aide, mais parfois c'est faux. Donc là, en l'occurrence, comprendre que B voit C immobile et C voit B immobile, c'est un peu étrange, mais lorsqu'on y réfléchit, il faut penser, s'il se regarde droit dans les yeux tout en continuant à marcher, et qu'il ne regarde pas du tout le reste, pas les pieds, pas les sols, pas le mur, rien, alors oui, ils ne se verront pas bouger, puisqu'ils vont exactement à la même vitesse, donc l'un pour l'autre, ils sont immobiles. Différents types de trajectoires. La grande roue, c'est donc une trajectoire circulaire. Le téléphérique, une trajectoire curviligne qui est marquée là en rouge. Le téléphérique bleu, une trajectoire rectiligne, puisque du coup, si on prend un point fixe sur le téléphérique et qu'on regarde sur toutes les images, ça forme une droite. Et l'essuie-glace, on a quelque chose qui est curviligne, puisque ce n'est pas un cercle, à moins qu'on le mette circulaire. C'était circulaire. Celui-là, je me posais la question. Alors, connaissez-vous bien les différents types de vitesse pour les mouvements? Ici, on a les points qui représentent des positions successives de voitures à intervalles de temps réguliers. Par exemple, toutes les 5 secondes. Si on regarde l'évolution de l'écart entre deux points, ça va nous donner l'évolution de la vitesse. On va voir ici, entre deux intervalles de temps identiques, le mouvement est uniforme parce que l'écart entre deux points reste stable. Ici, l'écart entre deux points, il augmente, donc la vitesse est accélérée. Ici, l'écart diminue, ça veut dire qu'il parcourt de moins en moins de distance dans le même intervalle de temps, donc son mouvement est ralenti. Connaissez-vous bien les différents types de vitesse? Cette fois-ci, on a des tableaux. Donc ici, on a des mesures de temps, toutes les 10 secondes. Donc à t égale 0 au début, puis t égale 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Ici, il y a la vitesse de l'objet à ces instants particuliers. Donc à t égale 0 secondes, sa vitesse est de 0 puisque l'objet démarre son mouvement. À t égale 10 secondes, sa vitesse est de 10 mètres par seconde. À 20 secondes, à 20 mètres par seconde. Et à 30, à 25 mètres par seconde. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au fil du temps, à intervalles de temps réguliers, sa vitesse augmente. Donc son mouvement est accéléré. Ici, sa vitesse est identique, quel que soit l'instant où on regarde son mouvement, donc il est uniforme. Et ici, au début de l'enregistrement à t égale 0, il a une vitesse de 25 mètres par seconde. Et à la fin de l'enregistrement, à t égale 0 secondes, il est arrêté avec une vitesse de 0, donc son mouvement est ralenti. Maintenant, nous avons un schéma. C'est la dernière façon d'observer et d'analyser un mouvement. On a en abscisse le temps en secondes et en ordonnée la vitesse en mètres par seconde. Il y a 3 phases. Une première phase entre 0 et 25 secondes, puis entre 25 et 45 secondes, puis entre 45 et 75. Comment varie la vitesse de la voiture? La vitesse ici, entre 0 et 25 secondes, elle augmente puisqu'elle démarre à 0 mètres par seconde pour arriver jusqu'à 50 mètres par seconde. Donc la vitesse, elle augmente. Entre 25 et 45, cette vitesse, elle est constante, elle est tout le long égale à 50 mètres par seconde, donc elle reste stable. Et enfin, dans la dernière phase, la vitesse diminue. Elle était de 50 secondes et à la fin, 50 mètres par seconde, pardon. Et à la fin du mouvement, elle a diminué jusqu'à 20 mètres par seconde.
donc elle diminue. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le mouvement de la voiture? Si la vitesse de la voiture augmente dans cette première phase, alors son mouvement est accéléré. Si la vitesse est stable, son mouvement est dit uniforme. Et si la vitesse diminue, son mouvement est ralenti. Comment s'appelle cette image? C'était l'objet de la dernière activité qui vous a permis de découvrir la chronophotographie, qui consiste à superposer sur une même image des photos prises à intervalles de temps réguliers pour voir la trajectoire suivie par un objet qui va être mobile. Une pomme tombe. Choisissez parmi ci-dessous les propositions, c'est au pluriel, attention, imaginez qu'il doit y en avoir plus d'une, qui précisent correctement la nature du mouvement. Donc ici, et à chaque fois que je vous poserai la question sur la nature du mouvement, à chaque fois vous aurez deux informations qu'il vous faudra fournir. La première information sur le mouvement, c'est sa trajectoire. C'est la première activité qu'on avait vue. Il va falloir dire à chaque fois si la trajectoire elle est rectiligne, circulaire, curviligne. Ici on cherche. A priori, la pomme tombe en ligne droite, donc son mouvement il doit être rectiligne. On le coche ici. Et la deuxième information que vous devez donner pour définir le mouvement, c'est sa vitesse. Donc le mouvement est rectiligne, oui, mais est-ce que la pomme tombe de manière constante avec une vitesse qui n'évolue pas, ou est-ce qu'elle tombe en augmentant sa vitesse, donc en accélérant? Donc là c'est le cas, on l'avait vu. Donc du coup il faut dire que le mouvement de la pomme est accéléré. Les deux sont obligatoires pour définir entièrement la nature du mouvement. Le même principe pour le virage de l'avion. Est-ce que le mouvement de l'avion est rectiligne, circulaire ou curviligne? Est-ce que le mouvement de l'avion est accéléré, ralenti ou uniforme? Ici, on nous dit que le mouvement est circulaire, puisque vous voyez que si on fait le dessin en voyant du dessus, du dessous, on a un cercle. Et le mouvement de l'avion est uniforme, puisque l'avion parcourt la même distance à intervalles de temps réguliers. Le skieur, on l'avait vu dans les explications sur la chronophotographie. Donc on avait vu que le mouvement il était du coup ralenti. Il faut ici préciser en plus la trajectoire. Donc la trajectoire du skieur est curviligne puisqu'il ne suit ni une ligne droite ni un cercle. Et il est ralenti, c'est ce qu'on avait vu dans l'activité sur la chronophotographie. Virage en ski. Choisissez ci-dessous les termes qui précisent correctement, c'est les mêmes questions. Un parmi les trois, puis un parmi les trois. Ici, vous aviez la photo qui était possible de zoomer. Qu'est-ce que ça vous apprenait? Que le mouvement était curviligne, puisqu'on avait vu ce n'était pas un cercle, ce n'était pas une ligne droite. Et ensuite, il était ralenti, puisqu'on voit qu'ici, dans un même intervalle de temps, l'écart entre les deux positions de la skieuse, l'écart est beaucoup plus petit que ce qu'il peut y avoir entre cette position et cette position. On continue. Quel est le mouvement de l'olive? C'est un mouvement qui est rectiligne, elle tombe en ligne droite et accéléré comme on avait pour la pomme. Footing. On l'avait vu dans la chronophotographie, on a vu que son mouvement était rectiligne. Et est-ce que sa vitesse évolue? Comment est-ce que sa vitesse évolue? Il nous faut compléter. Donc on voit que elle n'avance pas, la distance entre deux mêmes intervalles de temps n'augmente pas, ne diminue pas, elle reste stable, donc son mouvement est uniforme. Dernier exemple, le club de golf. Le club de golf, comme il est relié au niveau de la main et que c'est l'épaule qui fait tourner le bras et le club de golf en même temps, son mouvement est donc circulaire. C'était le même principe que lorsque vous
lancer une boule de bowling. Son mouvement il est circulaire aussi. Il est uniforme puisque si on regarde, la même distance est parcourue entre deux mêmes intervalles de temps. Là, ici, il faut suivre le casque du skieur. Donc, on regarde uniquement ce point-là en particulier. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce point-là? Que le mouvement du casque est rectiligne et ralenti. Alors, sélectionnez là où les unités qui correspondent à une vitesse. Une vitesse, c'est une distance parcourue pendant un certain temps. Donc ici, ça ne convient pas, ce n'est qu'une distance, ce n'est pas une vitesse. Les mètres par seconde, c'est bien une vitesse, comme les kilomètres-heure, qu'on peut aussi écrire comme ça. Ça, c'est l'heure, donc c'est un temps, ce n'est pas une vitesse. Et là, nous avons des grammes par litre qui correspondent à une autre unité qu'on utilise en chimie, à une autre grandeur, pardon, mais qui n'est pas une unité de vitesse. Connaissez-vous les ordres de grandeur? Donc je vais aller assez rapidement. Il fallait essayer de comparer tous les ordres de grandeur que vous aviez avec tous ces objets sur le côté. Vous notez bien que l'escargot, c'était la vitesse la plus faible. Ensuite, vous aviez le son dans l'air. Vous avez normalement une valeur que vous connaissez. La lumière, c'est pareil. La voiture sur l'autoroute. Donc, vous aviez des éléments qui étaient faciles. Et le reste, il fallait le déduire en réfléchissant. Et ça vous permet d'avoir un peu des idées. Quelles sont les vitesses des objets qui nous entourent. Voilà, donc c'est fini pour ces exercices. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous.